Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Capitole, salle de cinéma qui se remplit souvent ces temps-ci pour tous les événements que la Cinémathèque Suisse y organise. Nous sommes très heureux ce soir de réaliser un nouvel événement en partenariat avec l'Opéra de Lausanne, puisque vous savez qu'à partir du 22 décembre et jusqu'au 31, l'Opéra de Lausanne présentera Le Chanteur de Mexico, la fameuse opérette de Francis Lopez, et que, à cette occasion, l'une des personnalités qui seront présentes sur scène du Chanteur de Mexico est présente ce soir avec nous. Pour présenter une partie de son travail, parce que c'est vrai que décrire ces innombrables activités du groupe pop des origines jusqu'au son travail de mannequin, de plasticienne, de comédienne, de réalisatrice, d'actrice, de chanteuse à l'opéra également. Bref, il y a une immense histoire de spectacle et de don de soi par rapport au public. Donc je suis très heureux que ce soir vous soyez là pour l'accueillir, pour voir un film que nous avons choisi un peu opportunément. Nous aurions au départ voulu présenter Madame de Amanda Stairs, mais qui est sorti déjà le 22 novembre et qui est dans nos salles, et je vous recommande d'aller le voir si vous n'avez pas eu l'occasion, où évidemment elle accorde un rôle essentiel, central, à côté de Toni Collette et Harvey Keitel. Non, nous avons choisi le film qui lui a valu le prix d'interprétation au Festival de Locarno, un film de Karine Dridi, hors-jeu, qui malheureusement n'est ensuite pas sorti en Suisse et dont la Fondation Rui Nogueira, qui a déposé ses archives chez nous, nous avait déposé une copie, et donc c'est une copie 35 mm que vous allez voir dans quelques instants. Mais il est temps maintenant d'accueillir celle par qui la soirée existe, Rosy de Palma. Merci. Oh, merci. Merci pour cette introduction tellement chaleureuse. Et aussi pour que vous êtes là. Merci à tous, hein, parce que franchement, ça me fait chaud au cœur que vous soyez venus et que vous avez rempli cette salle. Manquez les tâches de non, mais on ne peut pas se plaindre. Hein. Bref. Pour vous dire que je suis très contente de présenter ce film, et que vous avez choisi ce film aussi. Déjà, je suis heureuse d'être à Lausanne, dans cette opéra de Lausanne magnifique, avec cette opérette que j'espère que personne ne va rater, parce que c'est un spectacle qui est rempli de bonheur, et qui est mieux que commencer l'année nouvelle avec cette rire et cette magnifique musique. Et voilà, je suis très très contente d'être là, comme j'ai dit. Je me réjouis tous les jours de voir cette lac magnifique, cette vue, cette nature que vous avez autour de vous. Ça ne m'étonne pas que vous êtes aussi relax, parce que la nature, ça fait du bien, et cette nature forte et sauvage, plus que rien. Même pas froid, il y a même chaud à Lausanne. Je ne sais pas comment on fait, mais bon. Bref, pour vous dire une petite introduction de ce film. Ce film, c'est très intéressant, ça fait longtemps que je ne le vois pas. J'ai hâte de voir comme il a vieilli, parce qu'en fait, ce film, c'était une aventure très intéressante. Il y avait la doute, si les gens célèbres, ils sont de talent, si les gens pas célèbres, ils sont plus de talent que les anonymes, que les célèbres. Toutes ces choses-là, c'est demandé Karine Dridi quand on a fait ce film. Alors, dans ce film, l'aventure intéressante, c'était qu'on n'avait aucun comédien, on avait le droit de lire le scénario. C'est un truc incroyable. On ne pouvait pas préparer les phrases, et on ne pouvait pas étudier avec un coach, rien de tout ça. Mais l'avantage, c'était que c'est tourné chronologiquement, chose que dans le cinéma, c'est assez rare. On peut tourner la fin au début et vice-versa. Mais ici, comme on n'avait pas les droits, tout s'est passé comme dans la vie, qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver le lendemain et qu'on doit réagir. Fur et à mesure, les choses nous arrivent. Alors, c'était, pour moi, j'adore, parce que j'adore un peu l'improvisation, j'adore aussi un peu les risques, non? Il y a des autres comédiens qui aiment les choses plus under control, mais moi, j'aime beaucoup ça, l'aventure comme ça. C'est vrai qu'il n'y a que les rôles masculins principaux et les miens qui ont eu des personnages. L'intéressant dans ce film, vous allez voir, c'est que les restes, que c'est un casting incroyable quand même, parce qu'on a Michel Galabru, Ariel Dombal, Miu Miu, Clotilde Corot,
en casting, tout le monde, Patrick Bruel, tout le monde jouait eux-mêmes. Et moi, j'étais caché derrière cette personnage que vous allez avoir, qui s'appelait Conception. Pour moi, cet film, c'est un peu cliché, les concessions, les Conchita pour les Français, je veux dire, et des boniches, parce que j'ai joué la boniche d'Ariel Dombal. Pendant que je cherche ma vie comme comédienne, c'est ça le rôle. Mais pour vous dire que j'ai pris à pied de la lettre, et sentimentalement, je suis attaché à ce film aussi, parce que j'ai pris à pied de la lettre les mots conception, les noms, et j'ai conçu mon enfant à la fin de ce film. Maintenant, mon fils, j'ai 2 enfants, Gabriel qui a 19 ans, c'est lui que j'ai conçu à la fin, et ma fille qui a 18 ans. Bref, pour vous dire que quand j'ai eu le prix d'interprétation de Locarno, que c'était très disputé entre une comédienne anglaise et moi, et finalement, c'est moi qui ai gagné le pari, ils m'ont dit, comment tu viens pas chercher les prix? Et moi, j'étais mon enfant, et c'était le prix le plus grand que je pouvais avoir, alors j'ai refusé de venir, parce que ici je suis très mince, vous allez voir, et après d'accoucher, j'étais dédiée à mon enfant, et voilà. Alors pour moi, ça me fait très plaisir, c'est comme si je leur dis, je reçois le prix de vous tous, c'est le prix que j'ai pas venu seulement à chercher, alors je le prends maintenant. C'est lui-même qui m'a rappelé qu'il a porté les lions à Madrid et qu'il me l'a donné en main, qu'il est sur mon piano Yamaha, qui est mieux droit pour être. Bref, j'espère que vous adorez le film. On va voir comme il a vieilli, mais en tout cas, c'est très intéressant comme réflexion. Et c'était une belle aventure et j'ai dû le faire bien parce que j'ai gagné le prix. Maintenant, je ne me rappelle plus. Mais c'est sûr que ça doit être intéressant, le personnage. Voilà. Alors, et après, on parlera. Voilà. Rossi revient tout à l'heure, on va en reparler justement et du film et de sa carrière et de son travail. Mais en effet, le film est un bon point de départ puisqu'il parle aussi du monde des acteurs. J'aimerais saluer dans la salle le directeur du théâtre de la Zarzuela de Madrid, Daniel Bianco, qui est quelque part par là et qui coproduit le spectacle à l'Opéra de Lausanne, dont le directeur Éric Vigier est également là. Et Emilio Sacchi, qui est le metteur en scène du spectacle, qui est aussi parmi nous. Et quelques comédiens, je crois aussi, qui sont venus. Tout le monde bienvenue, voilà. Voilà, bienvenue à tous. Bon voyage dans le monde du cinéma et du théâtre. Merci. Voilà, Rossi Lepalme va nous rejoindre dans quelques instants. Je voulais juste vous rappeler rapidement que donc elle est à l'affiche du film Madame que vous pouvez voir dans les salles, encore dans quelques salles du canton un peu de toute Suisse romande. Vous rappelez que le chanteur de Mexico commence le 22 décembre et sera à l'affiche jusqu'au 31 décembre à l'Opéra de Lausanne. Deuxièmement, vous dire 2 mots peut-être de Karim Dridi, que certains ne connaissent pas forcément. Il a réalisé pas énormément de films, il a une carrière, il est franco-tunisien, et ce film était son 3e long métrage qui a été présenté en sélection officielle, en compétition au Festival de Locarno, comme vous le savez, puisque elle y a remporté le prix d'interprétation féminine. Ensuite, vous dire qu'il est revenu à Locarno et il a présenté un film sur de jeunes gitans en 2008, film qui a eu également un énorme succès lors de sa sortie en France, Khadra, un film dans lequel il a fait travailler uniquement et exclusivement des véritables gitans et des enfants qui n'étaient pas des comédiens professionnels. Donc au fond, c'est un peu dans son parcours le fait de travailler sans forcément travailler avec un texte écrit pour les comédiens, de leur permettre au fond à la fois de travailler sur l'improvisation et sur du texte écrit, fait partie de son habitude de travail. Et voilà Rossi qui arrive et qui va nous raconter un tout petit peu, si elle s'en souvient, l'aventure de ce tournage. Alors je crois qu'on peut l'applaudir de nouveau. Merci pour son travail dans ce film. On va pouvoir parler de sa carrière. Évidemment, vous aurez aussi la place pour poser quelques questions. Mais comment ça qu'on est tellement congelé? Et voilà. C'est pas les films, hein? Voilà. Ça, c'est le cinéma qui doit être
qui doit être complètement restauré. Vous croyez qu'on avait mis la clim et tout? Non, non, c'est pas la clim, c'est le chauffage qui chauffe, voilà, de façon un peu aléatoire. Voilà. Donc Lausanne, il fait quand même un peu froid. Hein. J'ai trouvé, mais bon. Mais est-ce qu'on peut revenir? C'est triste un peu le film. Hein. Oui, un peu, forcément. La pauvre Concession était tranquille à faire son travail, l'autre est venu la brouiller. Je le reconnais maintenant avec le temps que c'est dommage que cette fille s'est perdue comme ça, non? Le personnage de Concession. Le personnage de Concession. Mais est-ce qu'en revoyant le film comme ça, est-ce que tu as eu des souvenirs justement du tournage qui n'a pas dû être évident? Parce que comme tu le racontais, il a été tourné dans la continuité. Donc au fond, toute cette séquence finale a été tournée vraiment dans la suite de l'action. En plus avec des comédiens qui jouaient leur propre rôle. Enfin, ça doit être quand même étrange pour eux et pour toi. C'était difficile, surtout, c'est vrai, parce que quand on est caché derrière un personnage, on peut tout faire. Mais par exemple, Karine Dridi, le metteur en scène, parfois il voulait qu'il soit plus violente mon personnage plus violent avec Ariel Dombal, et moi j'ai dit, écoute, je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est Ariel Dombal. Si ça serait Ariel Dombal en train de faire d'une autre, encore, quand j'ai la gifle vraiment, mais il voulait nous pousser un peu au bord, et moi, avec mon objection de conscience, j'ai dit non. Non, parce que franchement, on n'avait pas les refouches des personnages, et moi, je ne voulais pas la vexer davantage. Moi, j'étais caché derrière la conception, mais elle n'avait pas osé cacher la pauvre. Mais non, c'est vrai que c'était très intéressant ce tournage, les huis clos, être là, enfermé, et qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner la situation. Je me rappelle plutôt des choses qui sont coupées que des choses que j'ai vues, parce que quand même dans le cinéma on coupe pas mal. Il y avait des situations, il y avait une scène violente aussi avec Patrick Bruel, que moi je l'ai poussé un peu à Patrick. Bref, il y avait beaucoup de choses, mais c'était intéressant, cet risque, pas savoir qu'on devait improviser, on devait vraiment... Moi, je suis une comédienne qui aime bien être organique, alors là, il y avait tout pour vraiment partir dans les délires de ce personnage, et après être surprise de qu'est-ce que ça arrivait comme tout le monde, non? On n'était même pas très conscient, on s'est laissé partir. Mais voilà, mais je trouve que c'était très courageux de la part de tous ces comédiens, des dieux eux-mêmes, parce que c'est pas évident, c'est mieux être derrière un personnage, voilà, qu'on peut tout se permettre. Tu es né à Palma de Majorque avec des origines asturiennes et en même temps, on le voit avec ce film et plusieurs autres films, tu as beaucoup travaillé en France. Qu'est-ce qui t'a fait partir ou en tout cas commencer à travailler en France? Comment tu es arrivé en France après les nombreux films avec... La première fois que j'étais à Paris, c'était pour la Cinémathèque, un projet de femmes au bord de la crise des nerfs. On était avec Julieta Serrano et Chus Lampreave, les trois comme trois gamines. On a monté à la Tour Eiffel, on a tout fait. Mais on était invités pour la Cinémathèque. Et après, c'est Jean-Paul Gaultier qui m'a appelé. J'ai commencé à aller à Paris, mais plutôt pour les monde de la mode, les défilés. J'ai parlé même pas une parole en français. Je me communiquais en anglais. Et après, c'est Virginie Thévenet qui a fait Sam Soufi, m'a appelé pour jouer un rôle. Et c'est là quand je n'ai pas arrivé à lever des contrats la clausule qui disait si on ne la comprend pas à la fin du tournage, on va la doubler. Et moi, je disais non, je ne vais pas être doublée. Alors j'ai dit à la place de me payer autant d'avion aller-retour Madrid, payez-moi un appartement, je reste sur place et mettez-moi un coach que je puisse travailler un peu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ma aventure, c'était à Montparnasse, à côté de la rue des Vavants, où ça tournait les derniers tangos. Alors c'est mon tout premier Paris, voilà. C'est ça que ça a commencé. Est-ce que c'est la mode aussi qui t'a amené à Prêt-à-Porter et Robert Altman, ou bien finalement ça n'a rien à voir et c'est lui qui t'avait choisi pour ce rôle, en dehors de finalement ton rapport très intense avec le monde de la mode? Je crois que c'était un mix parce que Robert Altman, il voulait déjà des gens aussi qui avaient la familiarité avec ce monde-là. Et
Et voilà, je connaissais pas mal de monde à l'époque déjà, du monde de la mode, et alors c'était assez rigolo. C'est un film qui a vieilli très bien, par exemple, Le Prêt-à-Porter, qu'au début, quand on l'a présenté, c'était pas très compris, mais après, c'est vrai que... Et celui-là, je dois reconnaître qu'il a pas mal vieilli non plus, Roger. Je me l'attendais un peu plus, tu vois, décalé, mais je crois que l'histoire tient bien encore. Voilà. Ah oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Et en plus, il dit des choses par rapport au rapport de conflit entre hommes et femmes et l'utilisation de la femme dans le monde du cinéma qui sont plutôt d'actualité, en l'occurrence. Voilà. Et là, j'ai connu Clotilde Corot, et après, on a eu la chance avec Emilio Sarri et Daniel Bianco, parce que c'était la Cri-Cri. Quand on jouait l'opérette des chanteurs de Mexico à Paris, au Châtelet, c'était notre Cri-Cri à nous. Qui après est allé vers des hautes sphères de la noblesse italienne, en l'occurrence. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle est une excellente comédienne, Clotilde. Mais revenons peut-être à la musique, parce que, bon, là, évidemment, il y a l'opéra, mais au fond, ta carrière a commencé au départ dans un groupe pop. Oui, un groupe pop à Majorque. Pire impossible, on s'appelait, parce qu'on n'avait pas de connaissance de la musique, de rien, et comme ça on disait, bon, comme ça tout le monde sait qu'on a avoué qu'on est les pires, et si les gens viennent, ils restent, après ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent pas nous demander de leur rendre les billets parce qu'on avait prévenu. Voilà. C'était une époque incroyable, c'est quand on est arrivé à Madrid, la très connue mobilité madrilène, les années 80, et on a été 600 ensemble, on était 9 personnes, on était déjà assez théâtrical, des mises en scène très fortes, on était très spontané et très créatif sans se prendre la tête. Voilà. On n'avait pas un sou, on travaillait, moi c'est pour ça que j'ai travaillé dans les bars, et c'est pour ça qu'il y a la légende de que Pedro m'a connu dans un bar, on m'a découvert. Non, on était tous, c'était un bar où on tous venaient à s'éclater, on se connaissait déjà avec Pedro, il avait venu à nos concerts et tout. Et c'était un bar rockabilly que j'ai travaillé parce que tout le monde venait là, et comme ça, c'était génial. J'ai côtoyé tout le monde, et en même temps, je ne me bourrais pas, les autres se bourraient, et moi, j'avais un peu de sous pour les lendemains pouvoir survivre. On avait 20 ans, alors voilà. J'ai connu Madrid à pied parce qu'on n'avait même pas pour le métro à cette époque-là. Mais bon, on était contents, on était voilà, dans cette, comme j'ai dit, dans cette soupe, on était tous des nouilles dans la même soupe créative. Voilà. Mais tout au long de ta carrière, tu as fait énormément de choses. Tu as navigué entre la musique, entre la création, même les arts plastiques. Enfin, tu as été créatrice aussi. Tu as travaillé aussi, je crois que tu as même créé un parfum, oui. si mes informations sont justes. Donc, enfin, comment toi, tu conduis ta carrière, tu conduis ta... Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de stratégie. Je ne suis pas carriériste, je ne prémédite pas grand-chose. J'ai toujours de ce stade, il y a un côté rêveuse qui aimerait qu'il arrive des choses, et un côté un peu plus sombre vers la destinée, d'être obéissante à les choses que la vie me propose. Alors il y a cette deux plans vital, mais surtout c'est la curiosité et l'envie, voilà, la curiosité et l'envie de faire des choses artistiques, parce que franchement, même pour ceux qui ont fait les choses artistiques, c'est déjà thérapeutique. Après, tu peux partager ce côté balsamique de l'art avec tout le monde, et parce que la réalité, franchement, pour moi, c'est trop hardcore. Je ne pourrais pas trop l'approcher. Alors, j'essaie d'habiter dans cet univers artistique où il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion, il n'y a rien qui divise, il n'y a que la créativité, que l'imitation de la beauté de la nature, ou la musique, tout ça vient de la poésie finalement, comme je dis, parce que c'est la poésie c'est la maman de tous les arts. Un peintre fait de la poésie avec des couleurs, un musicien avec les notes de musique. Tout vient de ce côté poétique et subliminel de la vie, et regarder la vie avec être toujours surpris,
toujours comment, amazed, comment on peut dire en anglais, c'est toujours étonné de la beauté de la nature, comme je disais ici à Lausanne, cette montagne, tout ça, c'est impressionnant. Comme je dis toujours, en regardant les fleurs, on ne comprend pas comment ça peut exister la méchanceté. Parce qu'il dit, mais une fleur que ça crée tout seul, que c'est inouï. Alors moi, je ne reviens pas encore de la vie, quoi. De la beauté de la vie, on ne revient jamais. On est toujours... Et voilà, c'est ça qui aussi, ça fait rester jeune, la curiosité, et toucher à tout. Pour moi, c'est ça, c'est être un peu en communion avec beaucoup de choses, et être, voilà, très vivante. Et qu'est-ce que représente l'opéra, alors? L'opérette, on va dire. L'opérette. L'opéra, c'est des grands mots. L'opérette, c'est... Pour moi, c'est aussi... La scène, c'est un endroit très vivant, très magique. Et voilà, et pour moi, je m'éclate. Je ne veux pas dire c'est du travail, mais il faut que même les gens qui travaillent, parfois, je suis trop électron libre et je fais un peu ce que je veux. Mais en même temps... voilà, c'est se laisser porter pour cette magie qu'il y a et être avec vous, avec les publics, c'est très important. Parce que dans le cinéma, comme Dieu dit, on est un peu des poupées, on fait ce qu'on peut, mais après on nous coupe, copier-coller où ils veulent, et on n'est pas responsable un peu des résultats. Mais dans la scène, dans l'opérette, dans les théâtres, on est là, en face du public, on sent l'énergie du public, on donne, on redonne, on reçoit, et c'est un temple d'amour. Alors voilà, alors on s'aime et on s'éclate. Et cette opérette, franchement, les chanteurs de musicaux, c'est autant de plaisir pour ceux qui ont l'a fait que pour le public qui la regarde, parce que c'est plein d'humour, la musique elle est belle, l'orchestre en live, tout ça c'est un bonheur partagé, tout ça. Quelques questions. Oui, mieux les questions qui sont gelées. Hein, oui. Je souffre des... Et puis après, on va réchauffer aussi les palmes. Je vous rappelle de lever la main et puis de prendre le micro pour pouvoir qu'on vous entende. Un peu de courage, montrer que les Lausannois là, ici, ils sont chaleureux. Ici, madame. Merci. J'aimerais savoir ce que vous pensez du cinéma espagnol actuel. Est-ce que vous pensez que les films étaient plus créatifs il y a quelques années ou... Ma chérie, je suis très mauvaise pour faire des analyses. Je ne perds pas trop le temps à analyser. Et après, pour moi, le cinéma, il n'y a pas de nationalité. Mais si tu veux que je te dise mon avis, je crois que maintenant, il y a vraiment une connexion avec le public qui n'existait pas auparavant. Il y a beaucoup d'années que les gens d'Espagne n'allaient pas avoir précisément, quitte à Almodovar, à Amenábar, ou quelques cas comme ça, ils ne se rendaient pas au cinéma espagnol. Et maintenant, il y a beaucoup de films qui remplissent les salles. Moi, j'ai fait un film Toc Toc sur la pièce de Laurent Bafic qui a rempli les salles, on a fait plus d'1 million. Maintenant, il y a un autre de l'Est de l'Iglesia qui est en train de faire un carton aussi. Voilà, et maintenant, à moi, on se congratule parce que le public français, les Suisses, je ne connais pas, mais le public français, c'est très dévoué. Il va toujours au cinéma, il va voir tous les films français. Et à l'Espagne, c'était vraiment pas le cas. Et maintenant, à moi, on est en communication avec le public et c'est génial. Autre question? Tu as vu sans surgeler les pauvres, ça. Au Picard. Bonjour aussi, c'est Frédéric, c'est Cartoni. Ah, tu es là, Fredo. Oui, c'est merveilleux, j'ai adoré ce film. Tu as vu notre copine Ariel, elle est courageuse dans les films. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de joie sur ce film? Mais comment ça se passait du fait qu'il n'y avait pas de scénario? Est-ce que c'est le metteur en scène qui vous exposait la situation? Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire quand même de précis? Respecter quelques mots, quelques bribes de texte? Parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et le résultat est merveilleux, je trouve, pour le film.
moi c'est vrai qu'il nous racontait que dans la vie, il n'y avait pas de scénario. Vraiment, lui avait son scénario, mais nous, on était interdits de les lire. Alors, je crois que lui-même, il changeait au fur et à mesure, il voyait les comportements, ou comme les situations se déroulaient. Alors, nous, on arrivait là, il dit, bon, maintenant, c'est pas ceci, c'est pas celle-là. Il nous laissait dans la nature, alors on faisait plusieurs prises, et chacun sortait ce qu'il pouvait de chez soi. Mais vraiment, moi, il y avait peur dès que ça devient manichéen. Toujours, il y a eu peur. Et c'est vrai que maintenant, j'ai bien aimé les films, mais la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de raté, dans le sens de que pour moi, il manquait, c'était plus proche de les tournages, alors il y avait un autre sentiment, et j'ai trouvé que Karim, dans les montages, peut-être il avait été un peu... Je l'ai senti manichéen, maintenant je l'ai vu, je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'était idéal de que pas parce que tu es anonyme, tu as plus de talent qu'un autre qui est célèbre, ou que les gens célèbres, les comédiens célèbres, et ils ont un talent qui est tombé du ciel et qui ne mérite pas. Moi, à la base, je n'étais pas d'accord. Il fallait, cette film, essayer de montrer ça, que parfois il y a des gens anonymes qui ont beaucoup de talent, mais ça, pour moi, c'était une évidence qu'il ne fallait pas démontrer, ou en tout cas qu'il ne fallait pas descendre les que c'était déjà connu pour remonter les qui étaient anonymes. Alors, moi, j'étais un peu, tu vois, divisé avec ça. Mais, comme travail, comme tu dis, Fredo, c'était très, très intéressant parce que moi, j'aime bien aussi les risques comme ça. J'aime bien un peu, comment dire, je suis pas même... j'aime bien que ça se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et j'aime beaucoup l'accidental, l'erreur. J'aime pas les metteurs en scène qu'on ne peut pas changer une phrase et tout ça, ou que ça devient... Il faut que la vie prenne aussi sa place et que des choses qu'on n'attendait pas arrivent. Et je crois que ça donne beaucoup plus de réalité, quoi. Le résultat est merveilleux. Merci aussi. Bravo. On cartonne. On cartonne. Autre question? Là, de l'autre côté quand même. Voilà. Merci. Bonsoir. D'abord, muchas gracias, Rosy. Te apreciamos mucho. Bon, je viens d'apprendre que vous avez fait un film avec un régisseur bolivien. Oui. Je viens de la Bolivie, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ah, vous êtes là, non? Oui, ah oui, c'est voilà. Oui, justement, j'ai tourné cette film son titre c'est en français, s'appelle Tous mes manques, je l'ai tourné cet été à New York, et c'est un metteur en scène bolivien qui est basé à New York, il y a depuis 20 ans qu'il habite New York, mais qu'il a créé la pièce de théâtre avant, Tous mes manques, pour raconter un peu la situation de l'homosexualité en Bolivie, que moi j'étais étonnée parce qu'il y a beaucoup, un indice très très haut de suicides pour part des homosexuels, pour pas avouer qu'ils sont homosexuels, tellement la pression sociale à la Bolivie leur rend la vie difficile. Et même après les suicides, même les familles, ils ne savent pas que c'est à cause de cette pression qu'ils se sont suicidés. Alors franchement, j'étais tellement étonnée, le scénario il était très bien, c'est une vraie histoire qui est arrivée à quelqu'un qui connaît bien les metteurs en scène. Et alors voilà, c'était une façon, je crois que ça va beaucoup aider à la mentalité parce que quand ils vont faire la première à Bolivie, je crois que ça va beaucoup aider pour que la société évolue un peu, parce que c'est vraiment dur ce qu'ils sont en train de... Moi je ne m'attendais pas, je n'imaginais pas que... Parce qu'on connaît des endroits en Afrique où l'homosexualité est à la peine de mort même, mais je n'imaginais pas qu'en Bolivie il y avait cette pression sociale et cette clandestinité encore, et ces choses des jeunes qui se suicident, voilà. Merci. Autre question? Ici, là, ici au milieu, devant, après, alors ici derrière et ensuite ici après. Bien. Madame. Merci, j'aimerais savoir juste au niveau psychologique, en tant qu'individu, en tant que personne, combien de temps vous avez besoin pour revenir en dehors du rôle. J'ai trouvé la scène là
très torturant, très long, très long, vraiment une torture. Et puis voilà, comme j'ai lutté, on lutte tellement par rapport à ça. Mais vous, en tant qu'actrice, combien de temps vous prenez pour passer du personnage au même Angel? C'était fantastique au niveau action, acteur. Combien de temps pour revenir à votre propre personne, à votre fond intérieur? C'est vrai que dans tous les huis clos, on voit que parfois je suis en train de pleurer, parfois je ne pleure pas, parce que c'est ça les montages. Mais il a pris, le metteur en scène, comme tous les metteurs en scène, il fait ses montages. C'est là où le film se fait vraiment, dans la salle de montage. Et dans la chronologie, il y avait cette montée des sentiments, que tout c'est vraiment... Moi, c'est ma façon de travailler dans le cinéma, c'est vraiment partir ailleurs. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis plus dans la philosophie taoïste, il faut faire les vides pour que quelque chose vienne à remplir les vides. Je ne suis pas dans un travail étudiante, des scénarios, je lis beaucoup des fois, mais je ne mémorise jamais. Dans ces cas-là, je ne savais pas mes phrases, mais dans des autres films on avance les scénarios, je ne mémorise jamais, parce que dans la vie, on n'a pas le temps à mémoriser, on est naturel, et dans le cinéma, on attend tellement et on doit être pris à la minute et on répète tellement de fois déjà la même scène que tu as le temps même de donner des vices si tu prépares. J'aime bien la fraîche, que ce soit fraîche, que ce soit naturel, et je prépare jamais les choses. Franchement, moi, il y a un truc un peu mystique, c'est disparaître et vraiment, c'est une sorte de possession. Je me laisse partir. Et après, c'est moi-même, j'ai fait un film avec Patrice Lecomte aussi, que je faisais encore une boniche, je suis spécialiste en boniche. Et j'ai entré dans un ascenseur, et je mettais les mains ici, comme ça, devant sous les seins, chose que j'ai jamais fait. Il y a un personnage en Espagne très connu qui fait ça, et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'est après, quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais pourtant, le personnage, ça allait bien. Et je découvre après, quand je vois les mouvements des mains qui ne sont pas les miens ou des corps, et je me surprends la première de qu'est-ce qui s'est passé. Mais même si je suis très rationnelle dans la vie et tout ça, dans toutes les choses que j'ai fait artistiquement, franchement, je suis plus dans l'intuition et dans quelque chose qui est inconscient. Et après, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît pas être dans l'intellectualité ou décortiquer beaucoup un personnage. Tout ça m'intéresse pas. M'intéresse être organique, que le public, on croit qu'on peut me toucher, qu'on dirait que le personnage est réel, et être la première surprise après quand on regarde quelque chose. Par l'instant, ça marchait toujours bien, et je préfère travailler comme ça. Et c'est pas, c'est ma façon de faire. C'est vraiment intuitif, inconscient, et on dirait plus comme si on fait qu'un fantôme vient et tu lui prêtes ton corps, ta voix, mais c'est pas toi. Voilà. Et dans cet personnage, c'est vrai que c'était douloureux. Moi, je savais déjà à la fin des films qu'il était enceinte. J'ai tombé 3 ou 4 fois quand la flingue de flic, mais il est tombé en arrière, et après, j'ai pas voulu refaire parce qu'il avait peur, parce qu'il savait qu'il était enceinte. J'ai dit, écoute, là, même, il y avait des choses dans les manger des champignons qu'il fallait se glisser par terre et tout. Il dit, bon, comme j'étais enceinte, après, il est devenu un peu égoïste vis-à-vis de ce que je voulais donner au metteur en scène. Et j'aime beaucoup Karim, je l'ai appelé pour lui dire qu'on allait présenter le film. Mais c'est vrai que parfois, il m'a poussé à des choses que je disais, je préfère les petits rôles dans les films que les premiers rôles, que c'est très intense avec les metteurs en scène. mais le résultat, il est bon, et j'ai donné pas mal de choses à cette conception. Et ça me fait, maintenant que j'ai vu le film, ça me fait trop la peine de ce personnage, franchement. Elle était tranquille dans son coin, l'autre est venu l'embrouiller. Mais elle était plus courageuse que lui, parce que finalement, elle, c'est elle qui dit, ok, on va jusqu'à la fin, non? Jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Il y avait une question là, madame? Ici, devant. Bonsoir.
Je me demandais si vous pouviez nous raconter le tournage du Délire sous champignons et comment vous avez fait et combien de temps ça a pris. Regardez, j'ai pris il y a longtemps, avec une copine, on était à Amsterdam 2 jours, et j'avais pris parce que ma copine voulait que je prenne les champignons. Moi, je ne suis pas trop d'hallucinogènes, j'aime pas les hallucinogènes, parce que pour moi, comme j'ai dit, la réalité elle est déjà très hallucinogène. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais j'ai pris avec elle. Et alors, il y avait cette expérience à ma mémoire que j'avais mal aux jambes, et d'après prendre les champignons, j'avais plus mal aux jambes. On cherchait une place, et on avait passé pour cette place beaucoup de fois, et on ne la reconnaissait pas. Et ma copine, la pauvre, elle avait son voyage de champignons, c'était un peu que quelqu'un nous suivait, elle était tout le temps qui vient. Moi, j'étais tranquille, j'avais plus mal à la jambe, et c'était mon souvenir. Après, Karim Dridi, à l'époque, il a voulu qu'on prenne, lui et moi, comme metteur en scène, pour aller. Et on a appris que ça ne marchait pas, ça n'a fait aucun effet. Aucun de tout, il était très déçu. Mais après, ce qui est intéressant, c'était qu'il y avait un couple, un Belge et une Japonaise, qui travaillaient sur la pixelisation des images. Et là, que vous voyez comme ça très vite, comme je l'expliquais, c'était toute une nuit. Par exemple, dans la barande, que vous voyez que j'ai glissé comme ça, c'était un photogramme, 12 cm, un autre photogramme, 12 cm, un autre. Quand on voyait qu'on glissait par terre, c'est pour ça qu'il y avait tout mal, c'est dégueulasse. 1, 2 cm par terre, toutes les salles étaient bien sales et tout ça. Bref, c'était un travail incroyable de pixelisation, image par image, pixel par pixel, avec un truc analogique, une caméra qui s'avait inventé, cette couple. Et c'était très intéressant. À l'époque, maintenant on est tellement habitué à avoir des manipulations d'images que ça ne fait pas trop. Mais c'est vrai qu'à les années 88, quand il a sorti le film, c'était étonnant ce traitement d'images et ça voulait reproduire un peu ce qu'on peut sentir dans un voyage psychodélique qu'on n'a pas eu. Merci. Il y a encore une question là. Merci. Moi, j'aimerais bien vous que vous parliez de votre visage. Je trouve que vous avez une physionomie d'une beauté tellement inhabituelle. Et je voulais savoir, en tant que femme et en tant que femme artiste, comédienne, comment vous avez réussi, ou est-ce que pour vous ça a été une thématique ou une problématique de pouvoir imposer cette beauté-là, qui est tellement pas une beauté, je dirais, classique dans le monde du spectacle et du cinéma en tant que femme. Et je vous admire beaucoup pour ça, et comment vous habitez, comment votre visage vous transporte, ou me transporte en tant que spectatrice. Et comment vous avez vécu, comment ça vous a accompagné dans votre vie? Bon, je veux dire que c'est une question que m'ont posée assez régulièrement. Mais il n'y a pas de mérite, vraiment. Moi, je trouve, quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, comme je disais, j'ai trouvé assez gratuit, assez fort, que les gens me parlaient de mon nez, sans que moi je n'ai pas choisi. C'est comme la couleur de peau, ou comme si tu es grand, si tu es petit, si tu es gros, si tu es mince. Toujours à l'école, on disait bon, les bêtises des enfants. Mais ça m'a servi comme un bouclier, en fait, les nez. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, comme j'ai dit, parce que j'ai un nez basque, c'est ADN basque de ma mère. Mais après, ma mère, elle a le nez comme ça, mais pas tordu. Comme j'ai dit, maintenant qu'il y a la Catalogne et toute cette histoire, j'ai dit, après la communion, je ne sais pas si c'était le traumatisme de la communion, mon nez, elle s'indépendissait de mon visage. Et elle a pris sa route comme elle a voulu. Moi, ça ne m'a jamais dérangé quand je me regardais au miroir. Ça me dérangeait la réaction des gens vis-à-vis de mon nez. Ça m'a complexé. Je me rappelle qu'à l'école, je ne voulais pas même mouchoir quand il y avait la roue et tout, parce que je pensais que tout le monde allait me regarder.
Mais peut-être, j'ai dit, si j'aurais eu des grandes oreilles, peut-être j'aurais fait une chirurgie, je ne sais pas. Les nez, c'était plutôt la réaction des autres, mais ça m'a servi, comme j'ai dit, comme un bouclier d'analyse, de pourquoi les gens... J'ai parti plus dans la psychologie et apprendre pourquoi les gens réagissaient comme ça et tout ça. Après, toujours j'ai une gratitude, il y a les nez, mais après j'ai un œil de chaque couleur, un c'est plus petit, plus doux, l'autre est plus fort, je ne sais pas, c'est un peu mutationnel, mais l'important c'est que mon nez respire, que tu vois que mes yeux regardent. J'ai trouvé toujours plus intéressant et tout ça, qu'il y avait toujours quelque chose à dire merci plutôt qu'à me plaindre. Et après, c'était le regard des autres. C'était pas mon regard sur moi. Heureusement, j'étais beaucoup plus gentil sur moi-même que les autres. Et finalement, c'était une chose aussi de fierté, non? Et dire, vous voulez pas ça, vous allez avoir ça, mais double. Après, il faut dire que moi je croyais qu'après l'école tout ça allait finir, mais non. Comme j'ai dit, le monde c'est un grand jardin de récréation. Les petits on ne finit jamais avec. Toujours on va trouver un con qui va te dire ceci, qui va te dire cela. Mais mon conseil que j'ai donné toujours à mes enfants depuis tout petit, c'est que vraiment dans la vie rien c'est personnel. Si quelqu'un vient à te donner un insulte, une offense, quelqu'un veut te vexer, te dit quelque chose, il faut toujours se rappeler qu'est-ce qu'il arrive à cette personne pour être aussi désagréable. Plutôt qu'endosser toute cette énergie mauvaise qui veut diriger sur toi. Si toi tu penses, c'est difficile parfois de se rappeler parce qu'on est... non, il faut dire, ouf, qu'est-ce qu'il arrive, il n'est pas bien dans sa peau. Il doit avoir des problèmes à la maison. Et peut-être il est viré du travail. Peut-être il n'est pas à l'aise. Je ne sais pas. Tu vois, quand on pense à ça, parce que vraiment, après dans la vie, rien c'est personnel, vraiment, rien. Tout le monde, c'est plus le regard, c'est lui qui a le regard mauvais sur toi, c'est un problème de lui, c'est pas toi la responsable. Alors si on ne doit pas se faire responsable du regard des autres. Et aussi, moi aussi, je suis quelqu'un qui travaille aussi, voilà ça, on est habitué à dire que les apparences sont trompeuses, mais on croit toujours à les apparences. Alors c'est un travail de longue haleine, toujours. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà. Rosy de Palma, gracias, merci encore, merci Gracias beaucoup. a vosotros. Gracias. Un placer, de verdad. À tout bientôt à l'opéra. On nous attend à l'opérette, le chanteur de Mexico. Merci, vraiment. Merci. Allez, hop!